Magasin, nous remarquons des jeunes au crâne rasé, bien loin du look chevelu des satanistes. Mais eux aussi, comme tout fan de black metal, portent des signes antichrétiens. Un sigle attire notre attention, NSBM, accompagné d'un drapeau norvégien, la croix orientée vers le bas. Nous sommes intrigués. Ici, là, vous avez le drapeau de la Norvège. Oui, mais la croix est tournée à l'envers. Et vous pouvez nous dire ce que ça signifie ? Bien sûr, nous sommes fiers d'être norvégiens, mais nous ne sommes pas fiers du mode de vie chrétien en Norvège. C'est très mauvais pour les gens. Et diriez-vous que vous êtes nationaliste ? Oui, pas raciste, mais nationaliste. Vous n'êtes pas raciste. Non, je suis pas raciste. Mais ici, c'est quoi, là ? Il y a écrit NSBM. National Socialist Black Metal. Vous êtes national-socialiste ? Oui, je me définis comme national-socialiste, mais pas raciste. Mais national-socialiste, ça veut dire nazi. Non, ce n'est pas la même chose. Comment dire ? Ce sont deux choses très différentes. La Norvège n'a rien à voir avec l'Allemagne. Des satanistes attirés par le néonazisme, a priori c'est surprenant. Le phénomène est minoritaire, mais il existe. Retour en France. Jackie Cordonnier est le monsieur antisatanisme. Il travaille sur le sujet depuis plus de 20 ans et collabore avec la Mivilude, l'organisme public qui lutte contre les sectes. Il connaît bien ces phénomènes de rapprochement entre néo-nazis et satanistes. Dans le nazisme traditionnel, on souhaitait l'apparition, l'émergence d'une race pure aryenne. Là, on est plutôt dans l'émergence d'une race pure, d'élite, forts, où les faibles n'ont plus leur place, et non pas forcément les juifs pour les nazis. Et en réalité, pour eux, eh bien, le Satan moderne, c'est en gros Hitler, qui devient l'incarnation du mal absolu. Chez les deux profanateurs alsaciens que nous avions interviewés, nous avions déjà perçu une certaine fascination pour Hitler, même s'il condamne le génocide des Juifs. Adolf Hitler, oui, comment dire, quelqu'un qui m'intéresse, mais c'est pas parce qu'il a fait ce qu'il a fait, mais par lui-même. Tout l'emprise qu'il a pu avoir, tout ce côté psychologique par rapport à toutes les personnes qu'il a pu mettre à son chevet. Et quelque part, comment quelqu'un, à lui seul, a réussi à créer, à mettre un peuple en avant et à créer une telle force. Parce que c'est une force, c'est pas donné à n'importe qui de réussir à remuer un peuple, entre guillemets, c'est-à-dire des millions de gens et que des millions de gens aient envie d'aller vers quelque chose. Une affaire illustre ce mélange des genres entre satanisme et néonazisme. Nous sommes à Toulon, au milieu des années 90. Le 9 juin 1996, au petit matin, les gardiens du cimetière central de la ville découvrent un spectacle hallucinant. Des croix renversées, des tombes saccagées, et surtout, un cadavre exhumé et transpercé d'un crucifix. Les Toulonnais sont sous le choc. 48 heures plus tard, la police interpelle les auteurs des faits. Ce sont 2 jeunes garçons et 2 jeunes filles issus de classes moyennes sans histoire. Tout est normal dans leur vie, sauf qu'ils sont satanistes. Claude Ardide, à l'époque journaliste à Var Matin, a enquêté sur cette affaire. Il a été très étonné du profil des profanateurs et notamment des 2 jeunes filles. Elles sont des étudiantes modèles, elles sont remarquables dans leur comportement en classe. Elles ne se font jamais remarquer par leurs copines ou par le chef d'établissement ou par leurs profs. Elles ont des notes qui sont formidables. Et ce qui est d'autant plus étonnant, c'est qu'on est à quelques semaines du passage du bac et que les 2 se font remarquer par leur qualité intellectuelle, notamment, elles adoraient la littérature et c'était des élèves modèles.
Quant aux 2 jeunes hommes qui ont participé à la profanation, l'enquête montrera qu'ils sont liés à des groupes néo-nazis. Ici, une photo qu'ils ont prise eux-mêmes pendant une autre profanation commise avec d'autres satanistes. L'un d'eux porte un brassard avec une croix gammée. À gauche, celui qui s'avérera être le leader du groupe, un certain Anthony Mignoni. Maître Jean-François Servel est l'avocat de la famille de la défunte empalée par un crucifix. Il se souvient très bien d'Anthony Mignoni. Les personnages principaux sont Mignoni, car le second Mignoni va rester plutôt à l'écart. On sent par moments qu'il est même choqué peut-être un petit peu par ce qui se passe. Il reste un peu en second plan. Alors, Mignoni est très présent, très actif, et la jeune fille d'Hervillers, qui est également, c'est elle qui a apporté tout le matériel, le crochet, le marteau. Et qu'est-ce qui fait le trou dans le thorax ? C'est Mignoni qui fait le trou avec le crochet pour y planter le crucifix renversé. Romuald était l'un des amis d'adolescence de Mignoni. Il décrit quelqu'un de brillant et ne comprend pas qu'il ait pu déraper. Ce qui est surprenant, autant dans certains cas, chez certaines personnes, on peut voir venir les choses parce qu'on sent des gens qui au fond d'eux refoulent quelque chose ou ont une haine envers un système ou quoi que ce soit, ou une religion. Mais non, hein, jamais. Mais il n'y a rien de laissé présager. Rien laissé présager ce qui arrive. Nous, on en est, moi, le premier, j'en suis tombé des nues. Hein. J'ai mis 4 jours à agir que c'était lui. Et c'était quelqu'un qui m'étonnait plus par les facilités qu'il avait intellectuelles et scolaires. C'était un gars qui lisait 2 fois une feuille, il la connaissait par cœur. Quoi. Pour lui, les cours, c'était... comme je disais, en plus... intelligent, vraiment, des facilités. Ouais, des facilités, et en plus, il avait le côté artistique. Artiste, Anthony Mignoni l'est encore, à sa manière. Il est aujourd'hui le chanteur d'un groupe de black metal, Finis Gloria Dei, que l'on voit ici en concert à Lyon en 2007. À l'époque de la profanation déjà, Anthony Mignoni faisait partie d'un autre groupe de black metal, Funeral. Preuve de sa proximité avec les néo-nazis, cette interview dans un fanzine anglais d'un des membres anonymes de Funeral. J'ai créé Funeral pour diffuser mes idées qui sont basées sur la destruction des religions juives, chrétiennes et musulmanes et sur la suprématie de la race aryenne. Nous sommes les dignes successeurs des SS. Mignoni a été condamné à 2 ans de prison ferme pour la profanation et à 2 ans avec sursis pour incitation à la haine raciale. Mais son nom va bientôt réapparaître, cette fois-ci dans une affaire beaucoup plus grave. Kingersheim, bourgade alsacienne près de Mulhouse. Une petite ville dortoir sans histoire, jusqu'à cette soirée du 21 décembre 1996. Cette nuit-là, le père Jean Hull, le curé de la ville, est assassiné par un inconnu qui a pénétré dans son presbytère. Une boucherie. Le curé a reçu 33 coups de couteau. Sur sa main, gravé à l'arme blanche, l'ébauche d'un pentagramme, un signe sataniste en forme d'étoile. Son assassin est rapidement arrêté. Il s'agit de David Oberdorf, un jeune habitant de Kingersheim, âgé de 18 ans seulement. Pourquoi a-t-il commis ce crime ? Voici l'explication qu'il donne à son avocat juste après son arrestation. J'ai entendu une voix qui m'a dit, voilà, il faut tuer le curé. C'était Satan. C'est la voix de Satan. Il disait que c'était la voix de Satan. Alors on a dit, mais quel bruit il fait? Est-ce que c'est une voix humaine? Oui, mais très rauque, très... Et il y a toujours par derrière de la musique. Et ça commence d'abord par de la musique qui devient de plus en plus forte, et j'entends sa voix. A priori pourtant, David Oberdorf n'avait rien d'un fou, et les psychiatres l'ont considéré comme normal. Pour comprendre ce qui a pu se passer dans sa tête, nous avons interrogé l'un de ses anciens amis. Il a requis l'anonymat. Il nous reçoit dans son grenier où il s'est construit un petit hôtel. Il n'est pas sataniste, mais se livre aujourd'hui à des